Bonjour à tout le monde. Je vous ai mis cette image du numéro spécial que Charlie Hebdo avait consacré en 2004 au phénomène sectaire. C'était des amis avec qui j'ai travaillé pendant un certain temps. J'ai fait le tour de France pour présenter le problème sectaire. C'était infernal parce qu'ils n'arrêtaient pas de faire des bêtises. Et vous voyez en haut de ce numéro à gauche, je ne sais pas si c'est visible, mais il m'avait caricaturé en utilisant une expression que j'ai souvent, c'est la suivante, c'est quand le gourou est cru que l'adepte est cuit. Il n'avait retenu que cette partie, parce que ça continuait en disant, c'est quand le gourou est cru qu'il est lui-même cuit. Et vous avez là le résumé de tout ce que je vais vous dire. Cette image résume également un certain nombre d'idées fausses qu'on peut avoir sur le phénomène sectaire, mais sur la radicalisation également. Et ce matin, M. Serge Effès vous a dit que pour lui, l'État islamique était une véritable secte, analyse que je partage. Et cette image, donc, représente le gourou, assis au-dessus, sur un piédestal, au-dessus de deux jeunes femmes, sur un tas d'or, comme l'oncle Picsou, ce qui est le résumé des idées fausses qu'on a habituellement sur le phénomène sectaire. Le gourou en veut au sexe et à l'argent. Ce n'est qu'une apparence trompeuse. Et j'ai bien aimé que T-News mette le gourou les deux doigts en l'air, les majeurs. Parce qu'il symbolisait de cette façon, je ne sais pas s'il en était conscient au moment où il le faisait, que la dangerosité maximale de la secte, c'est essentiellement l'atteinte à la dignité de la personne. Et je trouve que ces deux doigts levés montrent bien l'espèce de viol psychique que représente l'emprise sectaire. Alors ce résumé, il est parlant pour moi, et j'ai essayé de vous mettre des sous-titres. Il y a exactement 2 ans, jour pour jour pratiquement, ses amis se sont fait assassiner par des gens qui ont crié qu'ils vengeaient le prophète. Et en réalité, ce qu'ils n'avaient pas supporté, c'était que Cabu et d'autres les aient traités de cons. C'est dur d'être aimé par des cons. Rappelez-vous, c'était l'image qui était celle qui était la première page de Charlie Hebdo à l'époque. Donc, je crois que c'est pas parce que les gens sont cons ou fanatiques qu'il ne faut pas essayer de les comprendre. Et contrairement à ce qu'a dit un ancien Premier ministre, comprendre, c'est pas excuser. C'est même peut-être essayer d'anticiper pour que les mêmes choses ne se produisent pas à l'avenir. C'est pas le chemin qu'on prend. Et ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui, à partir de mon expérience, qui est essentiellement sur le phénomène sectaire, puisque parallèlement à mon travail, à mon activité qui était une activité d'avocat, j'ai accompagné de façon militante et bénévole, durant 40 ans, un peu plus même, des victimes de sectes, d'anciens adeptes qui sont sortis de sectes, c'est-à-dire qui sont sortis de ce processus d'emprise. J'ai accompagné également leurs familles pendant des années, et c'est un accompagnement qui est d'une durée inimaginable, qui est complètement chronophage, qui vous mange littéralement la vie, et tout ce travail, je n'ai pu le faire que parce que mon épouse, qui est psychologue clinicienne, l'a partagé. Et depuis 40 ans, elle fait ce travail d'accompagnement sur le plan psychologique, moi sur un plan plus intellectuel, entre guillemets, c'est-à-dire à partir de l'analyse que j'ai pu faire en tant que juriste de cette mécanique d'emprise. La première des choses qui m'est frappée quand j'ai commencé à travailler auprès d'anciens adeptes de sectes, ou d'adeptes de sectes, parce que j'ai plaidé pour des adeptes de sectes, c'était qu'il s'agissait d'un problème de liberté fondamentale. Essentiellement un problème de liberté fondamentale. C'est ce qui fait que 40 ans après, je continue à travailler sur cette question de liberté, à défaut de quoi j'aurais bien d'autres choses à faire, plus ludiques et agréables. Mais je crois que la question de la liberté, elle est celle qui sous-tend nos sociétés démocratiques. Et c'est de ça dont il est question, aussi bien dans le cadre du phénomène sectaire que dans le cadre de la radicalité, à laquelle nous sommes confrontés depuis 2 ou 3 ans, mais confrontés de la pire des façons, c'est-à-dire que nous entrons dans le piège qui nous est tendu par l'acte terroriste, qui est en fait de terroriser. Terroriser pour empêcher de penser,
et pour n'avoir qu'une réaction émotionnelle et affective, et ce n'est pas la meilleure façon de prendre le problème à bras-le-corps. La réponse de l'État aujourd'hui, voilà, s'articule autour de 4 pôles. Je vais passer très très rapidement parce que vous connaissez tout ça. La première, c'est celle qui consiste à frapper de façon militaire, de façon guerrière, l'épicentre du djihadisme qui aujourd'hui est symbolisé par l'État islamique, par le califat, qui est géographiquement repérable. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, c'est incarcérer les radicalisés. Je vous dirai tout à l'heure ce que je peux penser de ces réponses-là. Troisième réponse, c'est déradicaliser les sympathisants. Et là, vous avez un numéro vert, ce matin, M. Serge Fess en a un petit peu parlé, qui est le 0800 005 696. Et puis, dernière réponse, c'est indemniser et accompagner les victimes physiques des attentats. C'est-à-dire les victimes directes. Hein, comme si les autres victimes n'existaient pas. Et dans le cadre de l'accompagnement des victimes de sectes, j'ai été en contact avec les victimes directes dans les sectes, celles qui peuvent être les victimes d'assassinats éventuellement. Je parle à l'ordre du Temple solaire, je pense à l'ordre du Temple solaire par exemple, vous avez tous en mémoire, qui autour des années 95, à l'occasion de 5 séries de suicides collectifs ou de massacres collectifs, ont pu causer la mort de 74 personnes, au nombre desquelles il y avait 6 enfants, c'est-à-dire des êtres qui n'avaient rien demandé et qui ont été assassinés pour accompagner leurs parents dans ce qu'il pouvait y avoir de mieux pour eux, c'est-à-dire un monde supraterrestre qui était situé sur Sirius, où les âmes de ces gens-là allaient être à l'abri pendant un certain nombre d'années, le temps que la Terre se purifie, pour que ces missionnés puissent revenir sur Terre, accomplir ce pourquoi ils existaient au sein du Temple solaire, c'est-à-dire remplir la mission du Temple solaire, la mission du Temple, hérité de l'époque de Philippe le Bel, qui était de libérer la Terre de l'enfermement matérialiste dans lequel nous la faisions vivre depuis des millénaires, ce qui avait entraîné l'emprisonnement de l'esprit christique au sein de la Terre. On est dans du délire complet, à nos yeux, mais qui pour ces gens-là avait un sens tel que ça les a menés à se tuer pour pouvoir agir avec une liberté plus grande. Donc, je faisais cette petite parenthèse pour dire qu'au nombre des victimes, il pouvait y avoir ces victimes directes, dans le cadre du phénomène sectaire, il pouvait y avoir également l'entourage des adeptes qui sont morts, et pour rester sur l'exemple du Temple solaire, je pense à ces parents d'un policier, des 2 policiers qui a été l'auteur du transit, c'est-à-dire le passage sur Sirius, c'est-à-dire du suicide collectif dans le Vercors, qui a lui-même assassiné ses frères et sœurs à coups de balles de 22 longs rifles à un coup, et qui dès lors devenait un assassin, un meurtrier, ce qui était une idée complètement inacceptable pour ses parents, qui savaient qu'il était policier au service de la République et que jamais il n'aurait pu commettre un acte d'une telle barbarie. Je vous dis ça pour qu'on rentre tout de suite dans la problématique de l'horreur des crimes djihadistes qui, à mon sens, relèvent de façon tout à fait adéquate du phénomène sectaire et de ce qu'on a pu rencontrer dans ces groupes sectaires dans lesquels des assassinats ou des suicides ont pu être commis. J'emploie le terme d'assassinat parfois par rapport au Temple solaire, parce que le premier suicide qui a eu lieu au Canada la veille du jour des grands suicides collectifs suisses a été en partie un assassinat. Et je vous le dis aussi pour que vous rentrez dans la problématique de la radicalité, ce premier assassinat a consisté pour les 3 membres du Temple solaire à liquider 2 anciens adeptes qui avaient quitté la secte et qui avaient parlé à des journalistes de ce qui se passait à l'intérieur, des traîtres. Et on ne pouvait pas abandonner la Terre pour aller sur Sirius dans l'espoir de revenir un jour remplir la mission sans avoir débarrassé la Terre de ces traîtres.
Mais pire que ça, ces gens-là avaient eu la très 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 mauvaise idée de prénommer leur bébé, qui avait quelques mois, Emmanuel. Emmanuel, c'est-à-dire l'enfant sauveur, qui dans la fantasmagorie du groupe sectaire de l'OTS, dans la fantasmagorie d'un des leaders de ce groupe, qui avait conçu un enfant soi-disant par théogamie, c'est-à-dire par insémination divine, alors que c'était un dérapage avec une de ses maîtresses. Cet enfant devant donc s'appeler Emmanuel et être le nouveau Christ, appelé à libérer l'ancien Christ prisonnier de la terre, cet enfant Emmanuel, qui incidemment s'est trouvé être une petite fille, qu'on a donc rebaptisée Emmanuel, mais avec la même mission, qui a vécu une vie inimaginable de mauvais traitements à enfants, parce que ce n'était pas autre chose. Pendant 6 ans, les 6 années de sa courte vie, elle a vécu dans une espèce de scaphandre, non pas pour la protéger des miasmes et des microbes, mais pour la protéger des mauvaises influences vibratoires dans lesquelles elle aurait pu baigner, ce qui aurait pu perturber la mission dont elle était investie. Donc, 2 Emmanuel ne pouvaient pas vivre en même temps sur Terre, et un des 2, le petit garçon, était dès lors l'Antéchrist. Et avant de quitter les plans terrestres, il fallait libérer la Terre de l'Antéchrist. Et on convie les 2 parents dans un piège, on les invite chez des adeptes OTS canadiens, on les tue, de 30 coups de couteau chacun, on pose sur le cadavre du bébé un poignard en bois pour montrer que c'était bien le traître, et ensuite on pratique suivant le rituel habituel des suicides collectifs de l'OTS, c'est-à-dire que les 2 Canadiens qui avaient invité s'immolent par le feu, après avoir été tués par des balles de 22 longs rifles dans le crâne, de façon à libérer l'âme de ces êtres-là. Et puis le feu est mis à la maison et on fait carboniser une partie du corps. Alors, pour vous faire rentrer complètement dans ce délire, et que vous vous rendiez compte jusqu'où on peut reconstruire une réalité à travers une doctrine, je vous indique, je vous donne juste la clé. Il fallait qu'il y ait une mécanique de type transmutation alchimique pour que le carbone des cellules du corps des adeptes, et je ne délire pas en vous raconter ça ressort des transcriptions des communications téléphoniques entre les adeptes et les gourous juste avant les suicides. Il fallait donc qu'il y ait une transmutation du carbone pour le brûler par le feu, de façon à ce que le carbone devienne du carbone qu'ils appelaient du carbone métachimique, libérateur d'énergie, énergie mise ensemble collectivement, d'où les massacres collectifs, pour qu'il y ait une propulsion des âmes jusqu'à Sirius. On est dans un truc fou, mais qui n'est pas plus fou que ce que vous voyez aujourd'hui dans le djihad, qui consiste à purifier la terre de tous ceux qui sont les mécréants et qui ne voudront pas être convertis au véritable islam, qui est l'islam extrême, qui est promu par ce genre de croyance. Et donc, deuxième catégorie de victimes, c'était l'entourage des adeptes. Je vais vous raconter cette histoire pour vous faire comprendre le drame vécu par les parents de cet officier de police devenu assassin, vu de l'extérieur, alors que vu de l'intérieur, il n'était que celui qui permettait la transmutation et le transit sur Sirius. Et puis, une autre catégorie de victimes, qui sont les adeptes eux-mêmes. Alors je sais bien qu'en commençant par là, je peux choquer un certain nombre d'entre vous, dans la mesure où j'assimile celui qui s'est embarqué dans le djihad à une victime. Et il ne peut être victime que si on passe par une compréhension du processus de l'emprise, qui amène celui qui s'est embarqué là-dedans à être mu par une force extérieure qu'il a intériorisée, et en aucun cas à être quelqu'un, contrairement à ce que voudrait aujourd'hui la pensée officielle du gouvernement, quelqu'un de responsable, parce que entré volontairement dans un groupe criminel.
Alors pour arriver à faire admettre cette idée-là, je vais passer par une description de tout ce qui est le processus. Les réponses à ces solutions données par l'état de droit dans lequel nous vivons, eh ben, les réponses qui sont des ripostes sont les suivantes. À partir du moment où on détruit le califat en Syrie, la consigne donnée par les leaders, par le gourou de l'État islamique, al-Baghdadi, c'est de dire ben, le califat dont nous rêvions n'est plus possible, construisez autant de califats dans les pays respectifs que vous habitez. Et là, la lisibilité, je vous garantis, elle sera bien moindre qu'auparavant. Deuxième réponse, c'est l'emprisonnement du radicalisé. Ça ne peut qu'exacerber la radicalité du radicalisé. Et je ne pense pas que la réponse soit une réponse adéquate. Ensuite, déradicaliser. Et ce matin, Serge Effès vous a dit un mot du centre de déradicalisation qui existe et du succès très 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 relatif qu'il rencontre. Mais le grand danger, et c'est une des critiques essentielles qui a porté sur le travail de Dounia Bouzar, ça a été que la personne qui est en train de se déradicaliser camoufle en réalité le processus de déradicalisation en faisant croire qu'elle vit cette déradicalisation, alors qu'en réalité, elle s'inscrit de plus en plus dans une radicalisation qui est devenue dès lors invisible et sous-marine. Et puis, dernière réponse, c'est l'accompagnement des victimes. Et là encore, c'est pour ça que je vous faisais ce panorama des diverses victimes. L'accompagnement des victimes s'entend que des victimes qui ont été atteintes dans leur chair par une explosion, par le camion qui percute, par les tirs qui ont pu être faits à l'aveugle sur telle ou telle personne, et donc des personnes qui ont été atteintes dans leur chair. On limite l'approche victimologique à ce type de victimes-là. Je devais vous le dire en introduction, et je crois qu'il faut peut-être rendre un hommage aujourd'hui au travail de Dounia Bouzar, qui est attaquée de tous côtés, parce qu'elle a été une pionnière dans cette compréhension de la mécanique de l'emprise au sein des processus de radicalisation, alors que dans nos associations, moi j'ai travaillé bénévolement en tant que militant pendant une quarantaine d'années au sein de l'ADFI. Sur Montpellier, vous avez une ADFI qui existe, elle est rue des Passereaux, dans le quartier des Aubes. Et ceux qui seraient intéressés, j'ai apporté un exemplaire du bulletin trimestriel que l'Union nationale des ADFI édite donc tous les 3 mois. Vous aurez l'adresse exacte et le téléphone de cette ADFI. Et puis la deuxième grande association, qui est le CCMM, Centre contre les manipulations mentales, connu également sous le nom de son fondateur, qui est Roger Icor. Donc ces associations-là savaient depuis des dizaines d'années que le phénomène de radicalisation, sur lequel on ne mettait pas ce nom de radicalisation, existait. Elles le savaient parce qu'elles travaillaient avec les renseignements généraux à l'époque, et que les renseignements généraux faisaient remonter ces informations sur un durcissement et un engagement dans un islam extrême de la part d'un certain nombre de jeunes gens. Dounia Bouzar a été celle qui, au moment des attentats, a fait prendre conscience du grand public et puis de la presse et des pouvoirs publics également de cette parenté entre secte et radicalité. Alors, l'emprise, puisque je m'inscris entre deux emprises, celle de ce matin qui était l'emprise au sein de la famille et celle de cet après-midi qui est l'emprise dans la violence sexuelle. Donc, l'emprise dont je vais vous parler, c'est une emprise très particulière qui est l'emprise sectaire. Et cette emprise sectaire, à mon sens, elle est très 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 significative parce que si je devais résumer complètement mon propos, cette emprise sectaire, elle tourne autour d'un groupe dirigé par un leader autoproclamé qui est tout-puissant, qui est celui qui pense à la place des autres, et qui va délivrer une doctrine
à des gens qu'il va mettre petit à petit dans un état de sujétion, d'assujettissement. Ça, c'est ce qui est l'enveloppe de l'emprise sectaire. Elle est différente des autres formes d'emprise, parce que vous pouvez la trouver dans la famille, vous pouvez la trouver dans la relation de travail, et vous pouvez effectivement la trouver dans la relation de type sexuel ou affectif. Hein. Et cette emprise, elle vient se greffer sur la dimension de radicalisation. Alors, le terme de radicalisation, c'est essentiellement le terrorisme de type djihadiste. Mais tous les radicalisés ne sont pas des terroristes. Et ça renvoie à une réflexion profonde, hein, à laquelle je ne prétends pas apporter une réponse, mais simplement de vous dire qu'il y a, aussi bien dans le groupe sectaire que dans le groupe radicalisé, une prétention qui est de changer le monde. Et la seule différence qui pourrait exister entre secte et radicalisation, c'est le mode d'exercice de ce changement du monde. La secte va changer le monde parce qu'elle est persuadée qu'on l'attend pour reconstruire une humanité nouvelle. Alors ce qui va l'aider à changer ce monde qui est plus acceptable, la plupart du temps, dans une vision apocalyptique, ce sont des cataclysmes. Ce sont des auto-nettoyages de la Terre, qui va, comme dans une vision qui était celle de Noé, submerger l'humanité, noyer tout le monde, et à partir d'un élu, reconstruire une humanité pure. Ça, c'est la croyance profonde de tous les groupes sectaires. Même des groupes où il n'y a que 10 pingouins. Hein, les micro-groupes qui sont aujourd'hui, qui constituent la majorité des groupes sectaires en France, et d'ailleurs partout, ont cette prétention d'être persuadés de détenir la vérité, d'avoir mis en place le modèle d'exercice du pouvoir, juste, qui sera amené à être dupliqué sur le reste de l'humanité, lorsque les conditions extérieures l'auront permis. Et puis, la réponse de la radicalité, c'est de dire on ne va pas attendre que les choses se fassent toutes seules, on va prendre le pouvoir par la terreur. Et vous avez, dans un bouquin qui est très peu lu, et je le déplore, qui s'appelle « Gestion de la barbarie », qui a été écrit par un des théoriciens d'Al-Qaïda et qui est publié aux éditions de Paris en 2007, tout le programme qui est exposé de la façon la plus claire qui soit. Si je le résume, en gros, c'est « terrorisons l'humanité ». Les États de droit en place vont faire la preuve qu'ils sont incapables de répondre à la terreur que nous répandons. Ça va entraîner une angoisse insupportable chez tous les administrés qui ne trouveront en face d'eux qu'un seul pouvoir stable, le nôtre, et ils viendront vers nous pour y trouver de la sécurité. C'est un raisonnement complètement pervers, mais qui est celui qui fonde complètement la visée politique de ces groupes de radicalisation. Vous avez la référence du bouquin. Alors, comment est-ce que des jeunes gens, puisque la particularité par rapport au phénomène sectaire du phénomène de radicalité, c'est qu'il va s'adresser à de toutes jeunes personnes, alors que les sectes, habituellement, ne s'intéressent pas aux mineurs, sauf s'ils sont nés à l'intérieur de la secte, mais ne vont pas les chercher, de peur d'être confrontés à trop d'embêtements avec la réponse étatique. La différence réside là, la cible visée par les deux catégories de groupes. Les jeunes sont visés par la radicalité, et on peut se poser la question de savoir comment autant de jeunes gens vont basculer dans un irrationnel qui n'entraîne chez nous qu'un sentiment de révulsion. Il y a deux approches de cette emprise qui amène des jeunes à perdre leur sens critique, leur analyse intellectuelle de ce dans quoi ils sont plongés. Et les deux approches
La première, elle est connue, hein, c'est celle sur laquelle travaille Dounia Bouzar et la plupart des gens qui travaillent sur le phénomène d'emprise radicale, c'est l'analyse de l'emprise sur le plan psychologique. Et je vous dirai quelques mots de la mécanique d'emprise psychologique. Comment les choses se mettent en place au sein d'un groupe sectaire, avec le parallèle permanent avec la radicalité. Et puis une deuxième approche, et ça c'est peut-être mon apport personnel, qui n'est pas souvent utilisé par les analystes, mais c'est encore une fois une approche de terrain, c'est d'essayer de comprendre l'emprise de nature sectaire à partir de la structure à l'intérieur de laquelle l'ensecté ou le radicalisé va vivre. Parce que la structure va formater la personne. Et cette approche-là, habituellement, elle n'est pas faite. Elle est essentielle pour moi parce que au moment de la sortie et de la prise en charge de cette espèce de déradicalisation, que à laquelle je préfère utiliser le terme de déprise, hein, par rapport à la notion d'emprise, qui nécessite d'ailleurs une participation volontaire de celui qui veut sortir de son groupe d'appartenance. Cette déprise-là, elle passe à la fois par une prise en charge d'ordre psychologique, je pourrais vous en dire un mot, bien que ce ne soit pas mon domaine d'activité, mais elle passe également par une reconstruction intellectuelle, par une analyse intellectuelle du monde dans lequel nous vivons, de façon à retrouver un sens à ce monde-là, et en particulier un sens autour de la notion de démocratie, autour de la notion de citoyenneté, de façon à réinscrire une personne qui, pendant une période plus ou moins longue, a coupé cette dimension de citoyenneté, la réinscrire dans cette reconstruction-là. Et vous verrez que cette approche-là, elle est très instructive par rapport à nous-mêmes, qui croyons naïvement que la dimension de citoyenneté, c'est une donnée immédiate de la conscience. Que parce qu'on vient au monde un jour, on vient au monde en tant que citoyen. C'est pas vrai. Cette citoyenneté, elle va se construire, et elle ne peut se construire qu'à travers une compréhension intellectuelle des choses. Et si on n'a pas cette compréhension intellectuelle, on va être attiré par toutes les sirènes qu'on peut imaginer, et entre autres, les vieilles formes d'exercice du pouvoir que sont les formes tribales, claniques ou féodales, qui sont en fait l'héritage le plus ancien que nous puissions avoir. Parce que si vous y réfléchissez à deux fois, l'inscription dans une vision citoyenne et démocratique, elle est toute récente. Si on laisse de côté l'héritage grec, sur lequel on pourrait dire beaucoup de choses, elle a un siècle et demi, 2 siècles, pas plus. C'est l'héritage des Lumières. Et c'est un acquis qui est bien fragile, sur lequel il faudrait revenir tout le temps, alors surtout que ceux qui sont en charge de le faire vivre et d'y donner du sens, je parle des politiques, depuis quelques années, s'ingénient à donner aux citoyens l'exemple contraire de ce qu'il faudrait faire. Et pour moi, parce que j'interviens également dans d'autres pays européens sur ce phénomène-là, et en particulier dans les anciens pays du bloc communiste, je suis convaincu que le modèle politique de nature sectaire, ou le modèle politique radical, vient prendre la place d'un modèle politique démocratique qui est de moins en moins lisible, qui est de moins en moins compris, parce qu'il se donne de moins en moins les moyens d'être saisi par nous tous. Donc deux parties, et là je ne sais pas de quoi va parler cette truc-là, mais oui, en fait c'était construire un monde utopique, et vous l'avez compris, ce monde utopique, c'est celui dont je viens de vous parler, qui est cette volonté de reconstruire une humanité parfaite, une humanité de pureté. Hein. Il y avait un gourou qui était le gourou de la fraternité blanche universelle. C'est un groupe sectaire qui est bien implanté à Montpellier. Lui, il est mort depuis une vingtaine d'années, mais le groupe existe toujours. Et lui disait, moi seul détiens la vérité véritablement véridique. Hein, pas à tergiverser. Tout le monde est dans l'erreur, sauf moi. Mais c'est exactement ça qui meut aujourd'hui les groupes de radicalité. Ils sont persuadés qu'ils sont les seuls détenteurs de la pureté, et cette pureté-là, il faut la faire partager à tous.
de gré ou de force. Vieille histoire. Moi, je suis natif de Béziers, et comme tout biterrois, il y a eu un traumatisme diffus et inconscient, qui était celui de la mort des Cathares, qui était protégé par les cathos locaux. Ils s'étaient tous enfermés dans la Madeleine, une petite église locale, superbe, allez la voir. Et le chef des croisés a dit, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. C'est la même chose. À une autre époque, dit d'une autre façon, mais c'est le même principe délirant, j'ai raison contre tout le monde. Alors, construire ce monde utopique, c'est toujours à prendre en considération parce que c'est ça qui fait le ciment à l'intérieur des groupes. Et tant que je suis sur cette dimension-là du monde utopique, je veux juste vous dire un truc sur lequel je ne reviendrai pas, et je n'avais pas prévu d'en parler, mais c'est essentiel. Il faut toujours que vous ayez présent à l'esprit que vous ne pensez pas depuis l'extérieur comme ceux qui sont à l'intérieur. Et là, j'introduis une notion qui est l'exotérisme et l'ésotérisme. Et tout ce que nous pouvons penser depuis l'extérieur sur le monde sectaire, qui est un monde clos, ou le monde radical, nous le pensons à partir de ce que ce monde clos veut nous montrer. En fait, l'enfumage. D'où le support utilisé par la radicalité, qui est un support religieux. Ils n'en ont rien à faire de la religion. Et la plupart du temps, les gens à qui ils s'adressent ne sont pas des gens qui sont des croyants religieux. Ils ont 15 ans, 16 ans, ils se cherchent, ils cherchent une réponse, et celle-là, elle est bonne. Mais l'objectif poursuivi, c'est la mise en place d'un pouvoir sur un groupe. Donc, la dimension exotérique, c'est celle qu'on va vous montrer. Et si on vous certains la montrent sous l'angle du religieux, elle peut également être sous l'angle du médical, elle peut également être sous l'angle du développement personnel dans les groupes sectaires, elle peut être sous l'angle de la formation en entreprise, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de religieux du tout. Il y a du spirituel, si on veut, faire ce crédit-là, mais il n'y a pas de religieux. Ça a un objectif premier qui est de dire « nous sommes respectables ». Il n'y a pas à s'inquiéter. Et ce que nous disons, c'est la même chose que ce que les autres disent. Et de surcroît, si vous portez un jugement de valeur sur ce que nous racontons, vous êtes en train de porter atteinte à un principe fondamental qui est le respect de la liberté de croyance. Grave. Ça vous renvoie à un problème de tolérance et à la question qu'on peut tous légitimement se poser, au nom de quoi je vais dire que ma façon de voir est meilleure que celle de l'autre. Et ça va très très loin. Dans le cas de la formation que je fais sur Paris, je fais venir une magistrate qui était juge d'instruction et qui a eu une mission qui était de faire sortir une vingtaine d'enfants d'un groupe sectaire. Et lorsqu'elle est rentrée dans le groupe sectaire, elle s'est rendue compte que ses propres convictions étaient ébranlées. Parce que les enfants qu'elle interrogeait étaient des enfants qui étaient formatés, mais qui étaient polis, qui étaient bien élevés, qui avaient réponse à tout, de façon très clean, et elle se disait, mais mes propres enfants ne sont pas comme ça. Et alors qu'elle avait comme légitimité la loi, qui lui donnait mission d'investiguer, elle s'est sentie complètement ébranlée et remise en question dans la légitimité de son action. À tel point, elle a eu l'intelligence à ce moment-là de se rapprocher d'un ami à elle qui était un psy, et en lui disant « j'ai besoin de toi comme référent, pour chaque fois que je me sentirai ébranlé, que tu puisses m'expliquer où ça ne va pas et pourquoi ça me renvoie à une de mes croyances, et ainsi de suite. » Au passage, je suis en train de vous dire que la réponse par imam à la radicalité, ce n'est pas une bonne réponse. D'autant plus que les groupes de radicalité ont déjà prévu les réponses que pouvaient donner les imams, en expliquant que c'était le piège de la religion. Et donc, chaque fois que l'imam va parler, celui qui est radicalisé va dire « Ah, ben on me l'avait dit », et donc ils avaient raison, ils avaient déjà analysé la réponse. Et ça désamorce complètement la réponse religieuse que l'on pense souvent de façon très, très sincère comme étant une réponse adéquate. Je ferme cette parenthèse. Mais, non, je ne le ferme pas complètement, parce que je vous ai parlé de l'exotérisme, mais ce qui compte, c'est essentiellement l'ésotérisme, c'est-à-dire la façon dont les choses sont vécues à l'intérieur par celui qui a été, entre guillemets, initié, c'est-à-dire à qui on a donné les clés d'explication, et en grande partie des clés d'interprétation qui sont des clés d'ordre magique. C'est-à-dire que ce qui vous apparaît aujourd'hui comme étant de l'ordre de la banalité, l'événement qui n'a pas de sens,
à l'intérieur du groupe de radicalité ou du groupe sectaire, va être porteur d'un sens auquel vous n'avez pas accès, mais qui, pour l'adepte, va être de nature à le construire dans l'adhésion à la croyance de son groupe. En 1 heure, je n'ai pas le temps de vous donner des exemples, mais ils sont légion, les exemples qui pourraient vous permettre de comprendre tout ça. Le projet, donc, je vais aborder le problème psychologique, oui, le problème psychologique de l'emprise de nature sectaire. Alors, qu'est-ce que j'ai mis derrière? Je ne sais pas, parce que je vous ai fait ça hier soir un peu vite, voilà, et j'ai récupéré une présentation du processus psychologique. Je vais rester sur ce truc, vous me la passez comme ça. Voilà. C'est une façon pour vous faire rentrer dans l'intimité de ce qui va se passer chez celui qui est à l'intérieur du groupe sectaire ou du groupe de radicalisation. Et pour reprendre une terminologie qu'aurait aimé Serge Effès ce matin, c'est celle de Didier Anzieux, hein, comment est-ce qu'on va abandonner le moi peau pour entrer dans le moi secte ou dans le moi radical? Parce que c'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'on va faire perdre à un individu tout ce qui construit notre personnalité, notre identité personnelle, qui va être réduit à néant et remplacé par le moi groupage. Alors, ça ne se fait pas n'importe comment. Et on peut se rendre compte qu'il y a toujours au départ, vous allez dire que c'est un truisme, une banalité, une rencontre. Et une rencontre qui est une rencontre de confiance. J'ai un copain qui me dit, je connais d'autres personnes qui font ci ou ça. Alors, je reste sur l'exemple du temple solaire. Le temple solaire avait plusieurs gourous. Il avait un gourou théoricien, c'était le seul survivant qui a été poursuivi, qui a été relaxé, donc je ne vais pas en parler, ça m'attirerait quelques ennuis. Et puis il y avait 2 autres gourous, ils sont morts ceux-là, et je peux en parler. Un des gourous principaux était Luc Jouret, qui était médecin homéopathe. Et c'était le représentant de commerce. C'était lui qui était chargé d'aller chercher de futurs clients pour le groupe. Et vous allez voir qu'il le faisait à travers des conférences publiques. Et tout le monde s'extasiait sur le charisme du bonhomme. Moi, je l'ai écouté, je n'ai jamais trouvé que ça soit très intéressant, mais je conçois que ça puisse séduire certains autres. Il avait un fonds de commerce qui tournait autour de 3 points. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde peut signer. Premier point, comment se soigner de façon naturelle? Il était homéopathe et il expliquait comment on pouvait se soigner de façon naturelle. Ça allait. Deuxième point, comment vivre en harmonie avec la nature? C'était un écologiste avant l'heure. Et ça peut plaire à certains d'entre vous. Et troisième point, vous allez me dire, ça, c'est un peu dépassé. Pas du tout. Si vous regardez les survivalistes, qui aujourd'hui sont légion, non seulement aux États-Unis, mais même chez nous, le troisième point, c'était comment survivre à une guerre atomique. C'était à la sortie de la guerre froide, on y retourne, hein, peut-être même dans la guerre froide. Et donc on se disait, une bombe peut nous péter sur le nez, donc je vous donne les moyens. Il avait écrit 2 bouquins qui s'appellent Les Cahiers de Sarah pour survivre. C'est pratiquement des manuels de Boy Scout. Hein, et il séduisait les gens autour de ça. Et il est bien évident que, et ça c'est l'exotérisme, hein, je ne parle que de choses acceptables par tout le monde. Il est bien évident qu'il avait une autre idée derrière la tête. Et au moment où il faisait ses conférences, il savait déjà qu'un jour il irait sur Sirius, parce qu'il irait rejoindre son propre fils, parce qu'il avait eu la certitude le jour où il avait porté en terre le corps de son fils qui était décédé prématurément, il était sur Sirius. Et donc le délire personnel de Luc Jouret était exportable. Il n'en parlait pas. Il ne parlait pas non plus de la dimension spirituelle de l'écologie à laquelle il croyait, c'est-à-dire cette idée que la Terre est un esprit, Gaïa, esprit, comme je vous l'ai déjà dit, enfermé dans une matérialité dont nous sommes tous responsables, et que le temple solaire avait pour mission de spiritualiser, pour délivrer l'esprit de Gaïa, en même temps que celui du Christ. Parce qu'il savait très bien que s'il le disait dès le départ, les gens seraient partis en courant en disant le bonhomme est complètement un chôbard. Mais il s'est trouvé que quelques années après, les gens sont partis sur Sirius pour de vrai. Les mêmes.
qui avaient écouté la conférence. Donc ces gens-là avaient été transformés par le biais de ce processus dont je suis en train de vous parler. Mais première étape, la rencontre confiante. Et aujourd'hui, cette rencontre confiante, moi je suis trop vieux, je m'en méfie, mais elle se fait à travers les réseaux sociaux. Et chaque fois que je travaille avec des mamans dont les enfants sont partis se faire trouver la paillasse en Syrie, sur l'UNEL en particulier, ben ces femmes-là n'ont jamais eu accès à Internet. Elles n'ont aucune idée du monde dans lequel ont pu baigner leurs propres enfants. Qui vont trouver non pas un ami à qui on donne la confiance, mais des centaines d'amis, sans qu'on puisse se rendre compte une seconde que derrière ces amis-là, il peut y en avoir un que Dounia Bouzar appelle un prédateur ou un recruteur, qui est à l'affût des convictions profondes et personnelles individuelles, pour dire, mais tu cherches ça, on te propose ça. Tu veux être infirmière, on a besoin de toi. Serge Effès en a parlé ce matin, pas la peine que je revienne là-dessus. Donc première étape, rencontre confiante. Aujourd'hui, cette rencontre confiante, elle est démultipliée avec Internet et les réseaux sociaux. Deuxième étape, mise en place de la séduction. Et tous les anciens adeptes vont vous raconter la même chose. J'ai rencontré quelqu'un qui était capable de tout savoir sur moi. Il était même capable de me donner des réponses à des questions que je n'étais pas encore capable de formuler. C'est fou, ça. Il me nourrissait à travers ses chakras. C'est-à-dire que je recevais une énergie, et quand je le rencontrais, je sortais de cette rencontre en étant dynamisé, j'avais plus besoin de dormir, j'avais plus besoin... C'est vrai, ils vous racontent ça. Parce qu'ils sont placés dans des états, pratiquement des états seconds, ou en tout cas vous avez des perceptions extrasensorielles que vous ne connaissez pas, mais dans lesquelles vous pourriez tomber facilement, comme eux sont tombés. Cette séduction, elle se traduit ensuite par des propos du style celui que je vais vous tenir. Vous ne pouvez pas imaginer, quand il m'a dit qu'il m'attendait depuis des siècles, depuis des incarnations, quand il m'a dit que mon arrivée allait donner un élan au groupe, que depuis des années le groupe stagnait et que j'allais dynamiser parce que je suis quelqu'un de bien, mon père ne m'a jamais tenu ces propos-là. Et j'aurais aimé qu'un jour mon père me reconnaisse à ma juste valeur. Lui l'a fait. Mais le recruteur, il tient ce propos. À toutes les jeunes nanas qui partent en Syrie, parce qu'il leur dit « Tu es celle qu'on attend, tu es extraordinaire, tu es hors du commun. » Et aux garçons, on va dire « Tu es le héros. » Et quand Serge Effès parlait du string avec la Kalachnikov, je me disais pourvu qu'il n'y ait pas une bavure. Non. Ben, le jeune à qui on donne une Kalachnikov, on lui donne un substitut de phallus, bien entendu, qui l'inscrit dans une toute puissance et qui n'est pas la sienne. Parce qu'il n'est pas adapté à une société. Et là, on le reconnaît. À sa juste valeur, croit-il. Et il peut difficilement échapper à ce piège-là. Je passe rapidement, mais juste pour que vous compreniez ces phases, qui sont des phases successives, en dehors desquelles l'emprise ne peut pas se mettre en place. Troisième étape, c'est un isolement progressif. Et là, vous avez toutes les familles qui vous diront on ne le reconnaissait plus, c'était plus le même, il ne nous parlait plus, il changeait de comportement, il n'y avait plus de contact possible. Et ça, c'est le vécu. Aussi bien des familles de gens qui sont rentrés dans des sectes que de ceux qui sont rentrés dans la radicalisation. Cet isolement progressif, il a un seul but. Au fur et à mesure que le gourou est en train de mettre en place un affaiblissement psychologique et physique de l'adepte ou du radicalisé, il a besoin de protéger cette proie de tous les contre-courants extérieurs. C'est-à-dire des commentaires de la famille disant « Mais attends, tu es en train de croire à ça, tu ne vois pas que ça ne tient pas la route, et ainsi de suite. Hein. » Tout l'esprit critique extérieur doit être figé pour éviter de remettre en question toute la mécanique de séduction qui est en train de se mettre en place à l'intérieur du groupe de nature sectaire. C'est clair ? Si vous avez des questions à poser, vous pouvez me le faire en cours de route, il n'y a pas de souci. J'ai le petit PowerPoint, je ne perds pas le fil. Quatrième étape, c'est l'étape de l'affaiblissement progressif. Et cet affaiblissement progressif, il va être la plupart du temps, il va tourner autour
d'une perte de sommeil. Hein. Là où le petit jeune qui est en train de se radicaliser va passer ses nuits entières à regarder les vidéos d'Al-Qaïda, parce que ce sont des vidéos très ludiques, puis en même temps sidérantes, parce que souvent elles sont autour de la cruauté, de choses abjectes, de décapitations, de choses comme ça, qui reviennent en boucle et qui sont répétitives du style mantra. Hein. Dans les groupes sectaires, on n'utilise pas ces images-là, on utilise d'autres pratiques. Ben, on va maintenir en éveil le garçon pendant 5 heures, 6 heures, toutes les nuits. Ce qui fait que petit à petit, il va s'affaiblir physiquement. Et quelqu'un affaibli physiquement est incapable de penser. Ça, c'est quelque chose de mathématique. Dans les groupes sectaires, la technique va être un peu différente. Moi, j'ai connu des adeptes à qui on disait, ben, toutes les nuits, à heure fixe, les maîtres du monde invisible, du monde supérieur, vont travailler les cellules de ton cerveau. Donc, à minuit, je sais pas, je dis n'importe quoi, à 2h, 5h du mat', tu auras ce travail de ce monde invisible. Impossible de vérifier le truc, hein, tant que vous n'êtes pas suffisamment initié pour être conscient de ce qui se passe. Donc le bonhomme se réveille à minuit, 2h, 5h. Et il va sentir, il sent rien. Hein? Un peu, mais le problème, c'est que je suis en train de vous décrire un processus d'emprise qui est à prendre dans sa globalité. L'objection, enfin, le commentaire, c'était « est en train de décrire la vie des moniales ou des moines ». C'est vrai. Hein, certains, pas tous, mais ça a pu exister. Ça existe encore, oui, non. Tout à fait, oui, tout à fait. Mais, si vous voulez, je peux répondre tout de suite à ce commentaire, mais peut-être tout à l'heure, parce que c'est prématuré, parce qu'il faut que vous compreniez que le processus de l'emprise, il est global. On peut retrouver ponctuellement telle ou telle forme d'emprise dans la famille, dans la relation amoureuse, ou ainsi de suite, dans la relation religieuse, avec, je vous le dis tout de suite, avec une réponse qui a été donnée par l'Église, et je suis à l'aise, hein, moi je suis non seulement agnostique, mais athée, pur porc. La réponse donnée par l'Église, depuis le début des ordres monastiques, a été très simple, elle a été de l'ordre démocratique. 1. Supprimer l'inamovibilité du chef du couvent. 2. Mettre en place l'exigence d'une règle écrite que l'on peut examiner pour voir s'il y a des risques de dérapage de nature emprise. Et 3, mettre en place des contrôles périodiques qui permettaient, soit à un évêque ou je ne sais pas quel bonhomme de la hiérarchie, d'aller voir de près ce qui pouvait se passer dans le truc. Dans les sectes, il n'y a pas. Dans les groupes de radicalité, il n'y a pas. C'est une espèce de garde-fou. Mais donc, le garçon à qui on va dire tu vas te réveiller, et puis à 2h, 3h, 5h, tu as ce travail psychique qui va se faire dans le monde invisible, s'il ne veut pas passer pour un idiot le matin, il va dire qu'il a senti des choses. Hein, et il va sentir quoi? De la chaleur, un enveloppement, des picotements, de l'énergie, des lumières, tout ce que vous voudrez. Et petit à petit, il va se persuader que ces perceptions-là sont des perceptions réelles. Et là, vous allez rentrer dans un monde de perceptions extrasensorielles qui vont petit à petit, sans que vous en rendiez compte, modifier votre rapport au réel. Et ce rapport au réel, il sera d'autant plus modifié que vous allez être dans l'état d'affaiblissement, qui vous interdira d'avoir un esprit critique sur ce qui est en train de se passer. Cet affaiblissement, il est à la fois sur le plan psychique et physique par privation, changement alimentaire, privation de sommeil, je sais pas, changement de mode de vie. Hein. Moi, j'ai connu des groupes sectaires où, par exemple, le pseudo-psychothérapeute demandait à ses patients de creuser leur tombe. Pas loin d'ici, hein, dans un endroit merveilleux qui est à côté de l'Odève, le prieuré de Gramont. Hein. Et ces malheureux faisaient leur trou et passaient la nuit dans leur propre tombe pour le lendemain raconter toute leur expérience, tous ces trucs-là. Et puis il y avait une véritable emprise qui se mettait en place, qui après se traduisait par des viols la plupart du temps. Donc cet affaiblissement, il est à la fois sur le plan psychologique, sur le plan physique, mais il va être également, cet affaiblissement, par un excès de choses. Hein, par exemple, un excès, quand vous rentrez dans la scientologie, la première des choses, on vous demande de vous purifier, et on va vous purifier par sudation
et vous faites... Il faut me regarder l'horaire parce que je n'ai pas de montre et je ne veux pas vous manger des morceaux. On peut continuer un petit peu. Oui, d'autant que ouais, je vais passer... J'arrête les exemples parce que sinon... Donc juste dans la sciento, vous commencez par des sudations dans des saunas qui vont être de l'ordre de 2 à 3 heures tous les jours, qui vont s'accompagner de 2 heures de jogging par jour. Comme vous êtes fatigué, on va vous donner une survitaminisation, ce qui fait que votre corps ne pourra pas assimiler les vitamines et va encore plus s'affaiblir parce qu'il y a un travail excessif au niveau des reins. Et vous amenez les gens à être complètement crevés. On peut me dire que celui qui fait beaucoup de gymnastique va se fatiguer. Hein. Même chose. Mais il faut le replacer dans le contexte et dans cette répétition de processus. Ensuite, une fois que vous aurez amené la personne à être dans cet état de fatigue, là on peut commencer à délivrer le contenu de la doctrine. On ne le fera pas avant. Parce qu'avant, ça ne passera pas. Mais à partir du moment où vous avez attendri la viande, affaibli le bonhomme, il est prêt à entendre des choses qu'il n'aurait pas pu entendre dès le départ. Et là, ça vous permet de comprendre pourquoi tout le monde est susceptible d'entrer dans un groupe sectaire. Sous-entendu, tout le monde est susceptible de rentrer dans un groupe de radicalité. Quand les gens rentrent à l'OTS, on a une photographie du temple solaire qui est géniale, parce que sur plusieurs années d'instruction, qui ont débouché sur rien, mais au moins on a eu une photographie du groupe. 700 personnes, 74 morts, 700 membres. C'est-à-dire, il a été décimé, au sens littéral, 1/10 est mort. Et on a donc le pédigré de tous les adeptes. Et vous avez des gens de très très haut niveau social, qui sont très intégrés dans la réalité concrète. Vous avez par exemple le responsable des montres Piaget, type à la tête d'une fortune colossale, qui dirigeait des milliers de salariés. Vous avez le responsable des cigares Davidoff. Vous avez un ministre des Finances canadien. Puis après, il y a de tout, des psys, des avocats, des flics, de tout. Donc des gens qui ne sont pas particulièrement faibles, mais qui ont été mis dans un état de faiblesse après tout un processus qui est celui que je suis en train de vous décrire, qui fait qu'à un moment, ils sont devenus adeptes. Avant, ils ne l'étaient pas, mais ils le sont devenus. Une autre étape va être la mise en place de toutes les techniques spécifiques. Et là, les psys parmi vous reconnaîtront l'utilisation de la PNL, de la méditation, pleine conscience, plein de trucs comme ça qui sont très à la mode aujourd'hui, qui ne sont pas sectaires en soi, mais qui, utilisés dans un but de mettre des gens dans un état d'assujettissement, deviennent des instruments à l'usage des groupes sectaires. Je n'ai pas le temps de rentrer dans ce détail-là. Et puis, et c'est là que l'adepte va devenir réellement un adepte, c'est le moment où va apparaître une culpabilité liée au doute. C'est-à-dire que chaque fois qu'une idée négative par rapport à la doctrine va traverser la tête de l'adepte, il va savoir tout seul, sans qu'il ait besoin d'un surmoi extérieur, il va savoir que c'est une mauvaise idée qui n'est pas conforme au contenu de la doctrine. Et il va la tenir à l'écart. Et là, ça y est, il est adepte. C'est-à-dire que toutes les étapes antérieures, on peut imaginer qu'on peut discuter avec lui. J'y crois pas trop, mais on peut le penser. Oui, vous avez une question? J'aimerais savoir qu'est-ce que peuvent avoir de différent dans leur structure psychique les personnes qui sont soumises à ce même processus et quelques-unes qui arrivent à s'en échapper avant d'être complètement doctrinées. Quelles ont été différentes dans leur structure? Alors, ça, je ne suis pas capable de vous répondre. Je ne suis pas certain que quelqu'un puisse vous dire quelle est la différence dans la structure psychique entre le moment où il était avant et le moment où il en est là. Moi, juste, il y a peut-être juste une chose que je pourrais vous dire, c'est que ce sont des gens qui sont soumis à des stress intenses. Parce que vivre selon le modèle prévu par la secte, qui est un modèle d'exigence permanente, ça génère du stress permanent. Et dont les gens ne sont pas conscients au moment où ils le vivent. Moi, je m'en suis rendu compte en accompagnant, pendant les 40 années où je l'ai fait, des victimes, d'anciens adeptes, qui, la plupart du temps, n'ont même pas les mots pour dire les choses. Et donc, il faut peut-être que ce soit nous, de l'extérieur, qui mettions les mots sur les choses qu'ils ont pu vivre. Et là, il dit, c'est exactement ça.
Juste une parenthèse, il y a 1 an et demi à peu près, j'étais amené à aller expliquer le phénomène de l'emprise dans une cour d'assises pour essayer de dédouaner une jeune femme qui était la compagne d'un vieux gourou, avec 30 ans de différence d'âge, mais qui avait participé à des viols sur des mineurs au sein du groupe. Donc il fallait expliquer qu'elle, quand elle l'avait fait, elle était dans une situation d'emprise. Et donc une espèce de contrainte pesait sur elle qui l'empêchait de faire autrement. Et la contrainte, c'était que le gourou l'avait persuadée que si elle ne le faisait pas, elle allait être désintégrée. Ça veut dire, pour nous, ça veut rien dire désintégrée. Mais pour elle, ça voulait dire que son corps allait exploser et qu'elle désintégrerait le corps du gourou. Très bien. Donc moi, j'explique mon processus d'emprise. Suspension d'audience. Les psys toussaient quand même, quand je parlais de l'emprise, au sens de l'article, si j'en reparle pas, 223-15-2 du Code pénal, qui est la répression de l'abus frauduleux de l'état de faiblesse de personnes mises en état de sujétion, qui est un article du Code pénal qui a été édicté à partir de la loi Abou-Picard de juin 2001. Donc, suspension d'audience. Je sors, et au moment où je sors, les victimes viennent me voir. En me disant, écoutez, ce que vous avez expliqué sur l'emprise, vous ne pouvez pas savoir le bien que ça nous a fait. Ça nous a permis de comprendre par où on est passé, parce qu'elles étaient elles-mêmes membres de la secte. Mineures, mais membres de la secte. Leurs parents, qui les avaient amenés là, n'étaient pas inquiétés d'ailleurs. Hein. Quoique, on aurait pu peut-être gratter de ce côté-là. Et donc, elles me disent, ça nous a fait du bien parce qu'on a compris ce qu'on a vécu. Et c'est comme si vous étiez derrière la porte et que vous ayez vu ce qu'on avait vécu. Il n'y a pas de mérite, parce que c'est toujours le même processus que je rencontre, tout ça. Moi. Je dis, mais si vous vous rendez compte de ça, vous pouvez vous rendre compte que vous auriez pu être à la place de votre petite copine, là, dans le box, de la cour d'assises. Et là, elles me répondent, ben non seulement on aurait pu être à sa place, mais on aurait voulu être à sa place. Je dis, mais qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter? Eh bien oui, parce que c'était elle qui était la préférée. C'est elle qui l'a choisie, et toutes nous aurions voulu être choisies. Ça en dit long, hein, sur ce processus-là. Et comme c'était des jeunes femmes, majeures à ce moment-là, puisque c'était 3 ou 4 ans après les viols, c'était frais comme réponse. C'était pas, hein, il n'y avait pas de calcul, il n'y avait pas... Donc, l'apparition de la culpabilité liée au doute, je crois que c'est le moment qui va instaurer l'adepte dans cette position d'adepte. C'est-à-dire qu'il n'est plus accessible au raisonnement. De lui-même, il va rejeter toute pensée critique comme étant mauvaise. Et le radicalisé, il fait la même chose. C'est-à-dire qu'il est dans cette recherche de pureté, fantasmée, et il rejette tout ce qui n'est pas de l'ordre de la pureté. Et il va reprocher aux autres de ne pas être dans cette pureté. Et là, je crois qu'il n'y a plus rien à faire à partir du moment où on est arrivé là. On peut sortir d'une secte, ça arrive. C'est pour ça que je crois aussi qu'on puisse sortir de la radicalité. C'est pour ça que je suis profondément choqué de voir la réaction dans l'opinion publique et dans la presse aujourd'hui par rapport au témoignage qui a été fait dans le dernier bouquin préfacé par Dounia Bouzar par un ex-radicalisé qui vient dire, mais voilà, je reconnais que j'ai commis des trucs inimaginables, impensables. C'est moi qui ai formé les frères Kouachi. Je me sens responsable. J'ai purgé 4 ans de prison. Et je viens aujourd'hui essayer de réparer mes bêtises, en expliquant ce que j'ai pu vivre. Et les gens s'insurgent en me disant que c'est un scandale qu'on laisse la parole à ce garçon. Mais c'est fou, ça. Et c'est exactement le même processus que dans les sectes par rapport à l'ancien adepte qui sort et qui parle. On le traite d'apostat. C'est-à-dire que le principe est de dire, de la part des groupes sectaires, il est sorti parce qu'il n'a pas compris, donc c'est le plus mal placé pour venir expliquer ce qui se passe. C'est fou cette logique-là. Et ça renvoie à l'ancien adepte qui est toujours porteur d'une culpabilité personnelle à son statut d'adepte et ça le réduit au silence. Eh bien je trouve inacceptable qu'on réduise au silence les propos de ce jeune garçon. Mais il y a peut-être des maladresses. Peut-être que le fait de sortir le bouquin le jour, la semaine dernière, de la commémoration des massacres du Bataclan ou de Charlie, je ne sais plus lequel,
c'est pas futé. Hein. Mais il y est pour rien, ce gars, quand il fait ça. Et je trouve que sa parole, elle mérite d'être entendue. Lisez-le, je n'ai pas fini de le lire, mais tout ce que j'ai lu, je trouve tout à fait pertinent. Alors, puis après, je vais passer rapido sur ces étapes-là. Après, il y a le prosélytisme. Le prosélytisme, c'est rien d'autre. Vu de l'extérieur de cette vision exotérique dont je vous parlais tout à l'heure, le prosélytisme, c'est il veut convertir autour de lui. En réalité, pour l'adepte, c'est refaire en petit ce que le gourou a fait avec lui. Donc il est en train de montrer à son gourou qu'il a compris la leçon. Mais notre façon de voir, elle est trompeuse. Hein. Puis bon, après je passe sur les rappels, sur l'auto-allumage, tout ça, et vous aboutissez à une paralysie du système de défense. C'est-à-dire une incapacité pour l'adepte de se rendre compte de ce qu'il est en train de vivre et de ce qui peut être néfaste pour lui. L'article 223.15.2, qui décrit ce phénomène d'emprise sectaire, se termine en disant il faut que ça ait eu des conséquences particulièrement préjudiciables par un acte ou une abstention sur la victime. Et là, tous les juges, pendant les premières années d'application de cette loi, sont partis sur le dessin de Tinius que je vais vous montrer tout à l'heure. Est-ce qu'il y a du cul? Est-ce qu'il y a du pognon? Point. Il n'y a pas, circuler, t'es pas victime. Scandaleux. Et il a fallu des années pour que la jurisprudence avance et se rende compte, par exemple, que les conséquences manifestement excessives pour la victime, ça pouvait être le défaut de soins. Moi, j'ai vu mourir des dizaines de personnes par des pratiques sectaires. Hein, je pense des victimes, des adeptes de la sectivie, par exemple, ou des adeptes de la biologie totale des êtres humains, de Claude Sabat, qui a été condamné il y a 1 an et demi en correctionnel à Montpellier, à plusieurs années de prison, pour publicité mensongère. C'est bien. Mais c'est bien qu'il y ait une publicité mensongère autour de ça. Mais, donc, je ne sais plus ce que je vous étais en train de vous dire, j'ai perdu le fil. Non, peu importe. Je continue, ça me permet d'accélérer. Et vous arrivez à un changement d'état de conscience. Et ce changement d'état de conscience vous permet de comprendre pourquoi tel ou tel adepte qui était dirigeant des cigares Davidoff ou des montres Piaget ont sauté avec allégresse dans le transit sur Sirius. C'était les mêmes personnes que 5 ou 6 ans avant d'entrer. Mais ils ont pensé différemment, ils sont arrivés à des états de conscience modifiés qui les a persuadés que le corps humain n'a pas d'importance. Le seul intérêt du corps humain, c'est qu'il est porteur d'une énergie. Et que cette énergie peut changer de forme. Et changeant de forme, ça peut être la fusée qui vous amène sur Sirius. Réfléchissez à ce qui peut se passer dans la tête de celui qui va faire péter la ceinture d'explosifs. Bon, coupure avec le réseau d'appartenance, j'en parle pas. Et là, vous voyez comment on va passer progressivement, et à l'insu de la personne, d'un état d'autonomie à un état agentique, un état de soumission, qui fait qu'un citoyen devient un adepte. Et tout le travail, ça sera de reconstruire l'adepte en citoyen. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une volonté de sa part, et une participation, une demande. Hein. Et faire de la déradicalisation contre la volonté. D'ailleurs, elle n'est pas faite contre la volonté des gens. Hein. La seule réponse, c'est l'emprisonnement. Ça ne me paraît pas être non plus une très très bonne solution. Dans le cadre des formations à Paris 5, on a eu plusieurs responsables PJJ qui sont en charge des radicalisés, emprisonnés, soit à Fleury, soit dans d'autres maisons d'arrêt parisiennes. Je ne vous dis pas le désarroi dans lequel ces personnes-là peuvent être placées en face de gens qui sont dans une croyance forte, dans une conviction, dans l'interrogation de savoir s'il y a une dissimulation dans l'expression d'une volonté de changer ou pas. Et ce que je peux vous dire, parce que c'est le seul salaire que je puisse en avoir, au-delà de 65 ans, l'université ne paie pas l'enseignant, donc ça fait quelques années que je fais tout gratos. Le salaire que j'ai, c'est d'entendre ces gens me dire « Tu nous as donné des outils qui nous permettent de nous retrouver là-dedans ». Alors, et là, je vous ai montré que la secte, c'était vraiment une fabrique d'état de faiblesse. Enfin, j'ai essayé de le faire. En très peu de temps, c'est pas évident hein, pour moi. Alors, je vais aborder maintenant la dimension politique
du groupe sectaire. Je prends 10 minutes, c'est faisable? Ouais. J'ai aucune idée de l'heure, donc je me sens... Je pense qu'on peut voter, qu'on prenne un peu sur notre débat pour arriver à la fin de l'exposé. Merci. Bon, alors, je vous remercie. Donc la dimension politique de la secte, ben, c'est ce que j'essaie de vous décrire comme un regard informé sur le groupe sectaire ou sur le califat. C'est pareil. Alors la première des choses, c'est que la secte va se constituer autour d'un territoire. Et le territoire sectaire, on va me dire Kesako, le territoire sectaire. C'est essentiellement un territoire d'ordre vibratoire. À plusieurs reprises, je vous ai parlé de la pureté. Ben, le groupe sectaire est persuadé qu'il a construit quelque chose de l'ordre d'un monde propre, partagé uniquement entre les adeptes, entre les initiés, et monde duquel nous sommes tous étrangers, parce que nous sommes des gens qui n'ont pas accédé à une élévation vibratoire suffisante. Il faudrait que je développe pendant un bon moment pour que ça rentre bien. Mais aujourd'hui, vous lisez tous Elle, Marie-Claire et autres journaux pour être persuadés que nous baignons dans une énergétique qui nous entoure, que nous avons des bonnes ondes ou des mauvaises vibrations. Et donc, ça y est, vous êtes prêts à comprendre la pensée de l'adepte. Alors, c'est pas la peine que je développe trop. Mais une fois que vous avez compris ça, et tout ça, vous savez bien que c'est de l'illusion, mais ça nous fait plaisir parce que ça renvoie un peu à la pensée magique que Freud décrivait et décriait, et qui nous fait croire que nous pouvons avoir une influence sur le monde qui nous entoure uniquement par la force de la pensée. Donc, cette idée-là que entre adeptes, il y a un partage d'un territoire commun. Ce n'est pas un territoire symbolique, c'est un territoire qui a une réalité virtuelle. Pour vous comprendre aussi, pour ceux qui s'en souviennent, il y a eu, il y a quelques années sur Internet, un truc qui s'appelait Second Life, qui a beaucoup inquiété les psys, parce que ça devenait addictif. Donc, des gens qui se créaient une deuxième vie, leur première vie n'était pas très bonne dans la vie réelle, donc ils se créaient une deuxième vie où ils étaient riches, ils avaient une belle femme, une belle bagnole, enfin tout ce qui fait partie du fantasme du mec. Les nanas, elles devaient avoir d'autres fantasmes, je ne sais pas lesquels, mais ils passaient plus de temps dans Second Life que dans la première. Eh bien, l'adepte, il est en permanence dans Second Life. Le radicalisé, il est en permanence dans Second Life. C'est-à-dire qu'il a ce territoire à lui qui est partagé. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont dans des groupes plus ou moins ésotériques de pensée. Ben, c'est la notion d'égrégore qu'on peut rencontrer chez les francs-maçons, chez les Rose-Croix, des trucs comme ça. Il y en a qui rient. Et cette notion d'égrégore, je la comprends tant qu'elle reste au niveau symbolique. Elle devient inquiétante à partir du moment où elle a une réalité autonome. Et là, c'est la grande différence. Quand je suis amené à faire des conférences chez les francs-maçons, je leur dis « Gaffe, vous êtes borderline ». Parce que vous travaillez sur le symbole, mais il y a un moment où le symbole peut devenir ce qu'on retrouve dans la magie, c'est-à-dire un pentacle. C'est la même forme, mais l'objet devient porteur d'énergie. Et vous pouvez croire que cet objet, il est en soi capable de transformer le reste du monde. Là, vous pédalez dans la choucroute et vous ratez ce qui devrait être votre propre réflexion, qui est vous-même de transformer le monde sans avoir recours à des pentacles. Donc restez sur le symbole, c'est utile. Voilà. Donc je ferme la parenthèse, c'était sur l'égrégore. Donc cette idée de territoire, ayez-la à l'esprit. Et la grande force de l'État islamique par rapport à Al-Qaïda, ça a été de faire passer la notion de territoire virtuel à la notion de territoire cadastré géographiquement, en créant le califat en Syrie. Là, je vous ai mis une photo du zozo du Mandarum. La statue a été dynamitée par une association de défense de la nature qui a considéré que 33 mètres, il fallait un permis de construire, qu'elle avait été édifiée sans permis de construire, et le tribunal administratif a suivi. Bon. Ça a fait de la peine aux croyants qui sont partis, et il ne reste plus qu'un petit groupe autour d'une nana qui est responsable au CNRS d'une unité de recherche. Ce territoire-là, il va être drôlement utile parce que il faut le protéger du monde extérieur, qui est bien entendu le monde de l'impureté, et qui est un monde non seulement hostile, mais dangereux.
Et c'est parce qu'il y a un monde extérieur hostile et dangereux et que nous sommes dans un territoire de pureté que notre mission va être de purifier le monde extérieur. Et le purifier peut-être au moyen de bombes. Vous vous rappelez tous de Homme de la vérité suprême au Japon, la secte qui a balancé le gaz sarin dans le métro de Tokyo. Le nom a été oublié, mais l'acte terroriste est resté. Eh bien, elle fait le lien entre ce que je suis en train de vous dire, entre la radicalité de type djihadiste et le groupe sectaire et l'emprise qui est dedans. Parce que c'est pratiquement la seule secte qui soit passée à l'acte pour transformer le monde. Le gaz sarin avait pour objectif d'entraîner la terreur au Japon et de déstabiliser l'Empire. Et donc prendre la place de l'empereur. Et le projet ne devait pas s'arrêter là. Homme était en train de préparer des bombes atomiques, ce qui veut dire qu'elle avait des chimistes pour faire le gaz sarin, qu'elle avait des physiciens pour faire la bombe atomique. Et le but était de créer la terreur sur la planète entière et de prendre le pouvoir sur la planète entière. On est dans la jobardise la plus extrême, mais des gens ont fonctionné dans cette logique-là. Donc ce monde extérieur, il est à détruire dans cette logique de type sectaire. Et entre les deux, il y a une frontière. Je ne vais pas vous parler de la frontière, je n'ai pas le temps, mais c'est intéressant de discuter sur la porosité de la frontière, sur l'enfermement et le moipeau de Anzieux, mais bon, je n'ai pas le temps. Ça peut devenir une prison également. Et c'est une prison d'ordre psychique. Et ça, c'est le gros problème pour comprendre la dangerosité de l'emprise sectaire, c'est que l'adepte, il dit, mais je suis libre, je peux sortir quand je veux. Ah, il est libre de sortir physiquement du groupe, peut-être, mais psychiquement, il est dans une prison. Un des premiers bouquins sur le phénomène sectaire a été un livre écrit par un bonhomme qui doit être général de gendarmerie maintenant, qui était à l'époque c'était le colonel Morin, et son livre s'appelait « Le viol psychique ». Et ça décrit bien ce processus-là. Moi j'ai toujours trouvé que c'était excessif, mais plus le temps passe, plus je trouve qu'il avait raison. C'était gros, un peu trop gros pour qu'on l'entende à l'époque, mais c'est pas idiot. Et cette prison-là, c'est en fait, et le territoire aussi, hein, c'est le lieu où se crée le lien du groupe sectaire. Et puis ce groupe, il va être dirigé par un gourou. Alors le gourou, c'est le leader, et il est toujours porteur d'une pathologie. Vous ne m'avez pas posé la question, mais est-ce qu'il y a des profils type qui rentrent dans une secte? Il n'y en a pas. Tout le monde peut rentrer dans une secte. Et vous avez compris qu'on ne peut rentrer qu'à l'issue d'un processus progressif. Mais cette question-là, on la retrouve dans la radicalisation. Y a-t-il des profils radicalisés? Ben, il n'y en a pas non plus. Au début, on pensait que. Et on se rend compte maintenant qu'il y en a qui viennent de tous les côtés, de toutes les familles. Et ce matin, Serge Effès vous a suffisamment parlé de ça, pas la peine que je rentre. Donc le gourou, lui, par contre, il est porteur de pathologie. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la pathologie principale du gourou, c'est la paranoïa. Il y a un livre, s'il y a un bouquin à lire sur le phénomène d'emprise sectaire, c'est un vieux livre qui date de 1996, je crois, qui est un livre écrit par Jean-Marie Abgral, psychiatre, et qui s'appelle « La mécanique des sectes ». Et Abgral dit « il n'y a pas de gourou sans paranoïa ». Parallèlement au paranoïa, vous allez trouver d'autres pathologies du style la perversion, mais également des paraphrénies, avec des espèces d'hallucinations chez les gourous. Mais ce qui fait le gourou, ce n'est pas sa pathologie, parce que sa pathologie, elle l'amènerait en hôpital psychiatrique. C'est le groupe qui va le croire. D'où l'expression reprise par Tinius, hein, c'est quand le gourou est cru que l'adepte est cuit. C'est-à-dire qu'un gourou tout seul, c'est un malade. Un gourou cru, il est aussi cuit lui-même, parce il va s'instituer dans cette position de gourou et il ne pourra plus en sortir. Il n'a qu'une solution, c'est aller tout le temps de l'avant. Moi, plusieurs gourous m'ont dit, mais peut-être que ce que je dis, c'est pas vrai, mais ça fait tellement de bien aux gens qui y croient que je ne peux pas dire le contraire de ce que je dis. Est-ce la perversion, est-ce la lucidité? Je ne sais pas. Alors ce gourou, c'est peut-être l'essentiel de ce que je voulais vous dire cet après-midi, il va détenir les 3 pouvoirs habituels sous lesquels tout groupe social se constitue. Pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. Alors qu'est-ce que c'est que le pouvoir législatif chez le gourou? Ben, c'est le pouvoir normatif. C'est lui qui va édicter la norme du groupe.
et personne d'autre ne participera à l'édiction de cette norme. Et il ne viendra jamais à l'idée d'un adepte ou d'un radicalisé de dire « mais pourquoi tu as pensé ça comme ça ?» Non, pas possible. Et c'est déjà quelque chose qui devrait vous mettre la puce à l'oreille. Vous pouvez voter. Vous pouvez écrire dans les journaux en disant « mais qu'est-ce qu'il raconte Mélenchon » ou d'autres, hein, peu importe. Pas d'interprétation hâtive. Mais dans la secte, non, c'est interdit. Et cette norme posée par le gourou, elle va rentrer dans le plus profond de l'intimité de la personne. C'est-à-dire qu'on va lui dire comment il faut aimer, comment il faut manger, comment il faut rêver, même parfois. J'ai connu des sectes qui travaillaient sur le rêve, et les gens finissaient par rêver en fonction de la norme posée par le gourou. Ils donnaient au gourou des rêves que le gourou attendait. C'est fou. Et c'était pas truqué. Ils finissaient par se construire comme ça. Alors, bon... sur un système interprétatif de l'ordre du dictionnaire. La porte, ça veut dire ça, je sais pas quoi, la caméra, ça veut dire ça, enfin des trucs idiots. Mais ça fonctionnait bien. Donc ce pouvoir législatif, il est important parce qu'il est bien entendu au-dessus de la loi de la société. Ce qui vous expliquera les passages à l'acte. C'est-à-dire des trucs qui sont impensables, des actes criminels commis dans l'intérieur de groupes sectaires, mais qui sont justifiés par la norme supérieure qui est celle du gourou. Pensez à la fatwa, pensez au système législatif radical sous cet éclairage-là. Pensez également à l'analyse du leader, al-Baghdadi, sous l'angle de la pathologie des gourous. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais personne ne les aborde sous cet angle-là. Et tout le monde leur fait le crédit d'avoir affaire à des gens sains d'esprit. On est en face de profonds malades. Et je trouve qu'il faudrait qu'un jour, il y ait une analyse d'ordre clinique de ce que peuvent... de la façon dont sont construits ces gens-là. Le pouvoir législatif du gourou, qui va excuser toute transgression, va être en même temps ce qui vous permettra de comprendre le nombre de faux témoignages que vous rencontrez dans les procès. Quand un adepte témoigne contre un ancien adepte, vous pouvez être sûr que vous avez affaire à un faux témoignage. Mais personne ne va s'inquiéter de ça. Le témoignage d'un adepte a autant de valeur pour un magistrat que le témoignage de quelqu'un d'extérieur. Alors qu'il y a une communauté d'intérêts, ne serait-ce que ça. Ça devrait dynamiter le contenu de ce faux témoignage. Et moi, je vous garantis que le premier problème qu'a un avocat, c'est d'arriver à faire comprendre à un juge que ce qui est décrit par la victime, c'est pas un délire perso. Déjà, c'est pas facile. Et ensuite, de faire comprendre que l'ancien adepte ne peut pas avoir de témoignage et qu'en face de lui, tout le flot de témoignages n'est qu'un flot de faux témoignages. Deuxièmement, pouvoir exécutif. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir exécutif? C'est la déclinaison de la loi au jour le jour. Je vous dis juste un mot là-dessus. Vous allez trouver dans tout groupe sectaire une structuration de type ministériel. Ministère des Finances et de l'Économie, c'est-à-dire comment je vais exploiter le bonhomme, comment je vais lui faire payer sa dîme pour me rapporter du pognon. Ministère de la Santé, comment il faut se soigner. Tous les groupes sectaires fonctionneront comme ça. Scientologie, c'est très bien décrit. Homme de la vérité, c'était très très bien décrit. Chez les témoins de Jéhovah, c'est surtout au niveau du système judiciaire, ça fonctionne vachement bien. Et ainsi de suite. Dans les tout petits groupes, c'est moins formalisé, mais le système est le même. C'est pour ça que je parle de système de type étatique dans les groupes sectaires, comme dans les groupes de radicalisation. Et ce pouvoir exécutif, il va aller même très très loin. Vous savez que la première des choses que la Révolution française ait faite pour retirer du pouvoir à l'Église, ça a été de retirer la tenue de l'état civil. Mais la première des choses qu'un gourou fait, c'est renommer l'adepte. On le baptise avec un autre nom. C'est-à-dire qu'on lui donne une autre identité. C'est très, très intéressant. Tous les gens qui vont se radicaliser vont devenir Abou machin, fils de machin truc, et changent de nom. Le type, il ne sait même pas parler un mot d'arabe, et on va lui filer tout l'appareillage musulman, arabe et autres. Et ça va l'instituer dans une position de sachant. Donc, je passe rapidos là-dessus. Et puis, troisième pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, c'est la sanction par rapport à l'écart de la norme qui a été posée. Bon. Et c'est le gourou qui va juger. Et parfois, le groupe va être le bras armé du gourou. Mais dans ce système de sanctions judiciaires, vous aurez plein de trucs. La maladie, par exemple, va prendre un sens. Tu as un cancer parce que tu n'as pas obéi.
drôlement culpabilisant le truc. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de Claude Sabat et de la biologie totale des êtres humains. Son patient adepte est mort d'un cancer de la prostate. Dans la logique de Sabat, le cancer provient d'un conflit intérieur non résolu. Hein. Ça n'a rien à voir avec la somatisation, hein, c'est plus élaboré. Et le conflit intérieur de la prostate, c'est une tendance pédophilique non assumée. Très bien. Donc le mec, il a un cancer de la prostate. On ne le soigne pas avec des rayons ou la chirurgie. Il ne guérit pas. Et la réponse de Sabat, c'est de lui dire « tu es trop intellectuel et tu es donc dans l'incapacité d'accéder à la compréhension et à la résolution de ton conflit intérieur. » Et le mec en meurt. Et ce n'est pas le seul, hein, mais c'est gravissime, moi je trouve des choses pareilles. Et là, vous voyez comment la maladie devient une sanction. Ça devient la sanction d'une trop grande intellectualité de la victime. Là où je veux en venir, parce que je pourrais vous décrire tout ça pendant des heures, c'est que dans votre société démocratique, depuis Montesquieu et les philosophes anglais avant lui, vous avez appris que pour qu'il y ait une véritable démocratie, il faut qu'il y ait une séparation des pouvoirs, de façon à ce qu'on puisse instaurer des contre-pouvoirs. Et c'est comme ça que nous fonctionnons, tant bien que mal. Dans le groupe sectaire, c'est parce que le gourou va détenir entre ses seules mains les trois pouvoirs, c'est-à-dire qu'on en fait un tyran, qu'il est légitime aux yeux des adeptes, parce que la détention de ces trois pouvoirs fait de lui quelqu'un de tout-puissant. Et là, vous êtes dans une logique qui est à l'opposé du système démocratique. Et ça vous permet de comprendre pourquoi l'adepte détruit la dimension de citoyen, et que tout le travail de reconstruction, c'est d'arriver à le réinscrire dans cette dimension de citoyenneté. C'est-à-dire parallèlement à une prise en charge d'ordre psychologique dans laquelle je ne rentre pas, parce que je suis d'abord incapable. Il y a une reconstruction intellectuelle et une analyse du processus que je viens de vous décrire brièvement. Parce que chaque fois qu'un ex-adepte comprend ce processus-là, il dit « bon sang, c'est bien vrai ». Mais au moment où il le vivait, il ne s'en rendait pas compte. Par contre, il est important qu'il en prenne conscience pour se réinscrire dans des rouages d'une société qui aujourd'hui a perdu le sens de ces rouages-là. Et expliquer à des gens ce que c'est que la séparation des pouvoirs, expliquer à des jeunes gens ce que c'est que la séparation des pouvoirs, c'est leur permettre de vivre dans une société qu'ils n'auront pas envie de changer. Parce qu'ils auront compris l'objectif de cette société-là, qui est de leur permettre de vivre dans une autonomie individuelle. Qu'est-ce que c'est que la citoyenneté selon Aristote ? C'est la capacité que chacun d'entre nous devrait avoir de se diriger par lui-même et de ne pas être dirigé par les autres. Et éventuellement un jour de diriger les autres si on le lui demande. Il faut s'en tenir à ça. Et expliquer ça à quelqu'un qui est radicalisé, je ne dis pas que c'est facile, mais je crois que même le plus obtus des radicalisés ou le plus obtus des ensectés est un jour accessible au raisonnement, à partir du moment où on l'a aidé à remettre en question le doute qui l'empêchait de penser. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Bon, le groupe, je ne vais pas en parler parce que ce matin, Serge Effès en a un petit peu parlé. Mais simplement pour vous permettre de comprendre que la secte, comme le groupe radical, n'est rien d'autre qu'une société de type étatique, qui enferme le bonhomme là-dedans et qui le coupe de la société extérieure, que cette société étatique, elle est régressive au sens historique, qu'elle renvoie à une dimension féodale dans laquelle l'individu perd de son autonomie, il devient le serf du seigneur, d'où d'ailleurs les dérapages sexuels, qui sont rien d'autre que le droit de cuissage qu'on a connu il y a quelques siècles ici. Et ce projet sociétal est en réalité un projet de substitution de notre société, parce que tout groupe sectaire, comme tout groupe radicalisé, n'a qu'une obsession, c'est détruire la société dans laquelle nous vivons pour la remplacer par le modèle qui est le sien et qui, à ses yeux, est le meilleur. Voilà, j'ai dit ce que je voulais vous dire. Il y aurait plein d'autres choses à dire, mais je suis déjà désolé. Même si je n'ai pas d'heure, j'ai conscience d'avoir un peu empiété sur le temps qu'on m'avait donné, qui était 1 heure.
Ah non, il y a juste un truc, c'est pas de moi et je veux vous le dire. Ah ça, on ne peut pas faire autrement. Il faut que j'aille là-dessus. Tagada. Voilà. Ça se voit? Ouais. C'est de Victor Hugo. Hein, je vous le lis pour ceux qui n'arrivent pas à le lire. Hélas, combien de temps faudra-t-il vous le redire à vous tous? Mais je l'ai là. Et qui veut bien faire... Voilà. Combien de temps faudra-t-il vous le redire à vous tous que c'était à vous de les conduire, qu'il fallait leur donner leur part de la cité, que votre aveuglement produit leur cécité, d'une tutelle avare en recueille les suites, et le mal qu'ils vous font, c'est vous qui le leur fîtes. Vous ne les avez pas guidés, pris par la main, et renseignés sur l'ombre et sur le vrai chemin. Vous les avez laissés en proie au labyrinthe. Ils sont votre épouvante, et vous êtes leur crainte. Je trouve que si chaque homme politique avait présent ça à l'esprit lorsqu'il réfléchit au problème de la radicalité, on aurait fait un très très grand pas, parce que je ne vous ai pas dit un mot de toutes les causes sociales qui amenaient les gens à se radicaliser, mais Hugo avait déjà la réponse. Vous ne pouvez pas le laisser.